Alors on va suivre l'ordre de présentation qu'Apple a choisi pour sa conférence et on va commencer par les nouvelles Apple Watch, les Apple Watch Series 10. Au programme, le changement dans la continuité. Alors bien sûr, Apple se gargarise, l'Apple Watch, ça sauve des vies, il n'y a pas de problème. Et maintenant, en plus, elles ont un écran OLED plus grand, hein, le plus grand jamais fabriqué pour une Apple Watch, c'est Apple qui le dit, avec en plus un écran plus lumineux, avec des angles de vue plus importants, voilà, donc pour que vous puissiez correctement lire l'heure, même quand vous regardez votre montre sur le côté. Également un boîtier plus fin, le boîtier le plus fin jamais fabriqué pour une Apple Watch. C'est Apple qui le dit, encore une fois. Pourquoi pas, je vois pas pourquoi ils mentiraient là-dessus, hein, bien sûr. Mais globalement, écran plus grand, boîtier plus fin, mais design inchangé. Hein, voilà, on est toujours sur la recette de l'écran rectangulaire au bord arrondi, qui rappelle un iPhone, le premier iPhone, hein, premier du nom. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'avoue que je suis un petit peu blasé, donc j'attends qu'un jour, peut-être, Apple daigne faire, je sais pas moi, une montre circulaire, par exemple, avec un cadran rond. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour les gens qui sont aficionados de ce design, eh ben, ils seront ravis d'apprendre que la montre se décline dans deux nouvelles versions. Une version titane qui n'est pas sans rappeler l'or rose de la première génération d'Apple Watch, quand Apple visait un petit peu la haute horlogerie. Et puis une version aluminium jet black, donc noir de jet. Donc qui ressemble à une PlayStation 3, hein, globalement, un noir brillant, voilà, évidemment avec ces nouvelles finitions, il y a bien sûr les bracelets qui s'accordent. En termes de bracelets, on reste aussi avec le partenariat Nike, donc Nike a encore dégainé une palanquée de bracelets en silicone et en tissu. En parlant aussi de partenariat, évidemment, Hermès est toujours de la partie, donc l'Apple Watch Series 10 ne fera pas exception. Il y aura bien un cadran Hermès bien spécifique et exclusif, avec aussi différents bracelets, tissus, métal, etc. Voilà, ça c'est pour l'Apple Watch Series 10, donc comme on l'a dit, le changement dans la continuité. Mais dans le sillage de l'Apple Watch classique, il y a évidemment l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch des baroudeurs qui passe en version Apple Watch Ultra 2. Oui madame, oui monsieur, au programme, aucun changement, voilà c'est tout. Non je plaisante, aucun changement, si ce n'est une déclinaison titane noire. Puisque l'Apple Watch Ultra était intégralement en titane et ne proposait qu'une seule couleur, et bien là, voilà, maintenant, vous en avez deux, le Black Titanium, comme ils disent. Pour le reste, on est vraiment sur, pour le coup, un design qui n'a strictement pas changé. Il n'y a pas d'écran plus grand, de boîtier plus fin, de... Non, c'est le design de l'Apple Watch Ultra classique. Voilà, on aime ou on n'aime pas. On notera quand même un truc intéressant, c'est l'arrivée au niveau de l'Apple Watch Ultra du partenariat avec Hermès, qui propose du coup un cadran spécifique, exclusif bien sûr, et un bracelet que moi personnellement, je trouve quand même sympa. Moi je le trouve cool. J'imagine que le prix va être démentiel, et puis c'est un bracelet en tissu quoi, mais ça doit être du bon tissu. Ça doit sûrement être du bon tissu. En tout cas, voilà, l'Apple Watch Ultra 2, ça démarre à 799 $. Je ne me rappelle plus des prix français. Vous irez les regarder vous-même. Voilà. Après, les Apple Watch, c'était autour des AirPods et AirPods Pro. Alors, côté AirPods, c'est très très simple. On a les AirPods 4 qui font leur apparition, qui empruntent toujours un peu plus aux AirPods Pro. Hein. C'est marrant ça. Donc, la différence principale entre les AirPods 4, les AirPods et les AirPods Pro, c'était le format, puisque les AirPods étaient pas intra-auriculaires, officiellement, c'était des oreillettes, mais pas intra-auriculaires, contrairement aux AirPods Pro. Alors, les AirPods 4 ne sont toujours pas intra-auriculaires, par contre, maintenant, il y a une déclinaison qui est arrivée, qui propose la réduction active du bruit, l'ANC. Voilà, donc qui était une des fonctionnalités principales des AirPods Pro. Donc là voilà, maintenant il y a deux déclinaisons pour les AirPods 4, les classiques et la version avec réduction de bruit. Je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont acheté des AirPods Pro pour avoir ce truc-là et qui se sont dit que c'était peut-être pas justifié de mettre le prix des AirPods Pro juste pour une réduction de bruit active.
Donc c'est bien aussi de proposer cette fonctionnalité directement sur la version, j'allais dire standard, mais c'est pas la version standard, puisque c'est la version un peu au-dessus du standard, hein, puisque là, d'après Apple en tout cas, les AirPods 4 classiques sont à 129$, alors que les AirPods 4 avec la réduction de bruit active sont à 179$. Ça va! Surtout quand on sait qu'il y a la concurrence qu'il y a, à un moment donné, il fallait que Apple bouge à ce niveau-là. C'est chose faite. Voilà pour l'AirPod 4. Bravo, bien joué. Alors pour les AirPods Pro, en fait, on observe un peu le même truc que ce qu'on a vu avec l'Apple Watch, c'est-à-dire que les Apple Watch Series, il y a quand même des changements assez notables, alors que l'Apple Watch Ultra, pas beaucoup. Eh ben, les AirPods et les AirPods Pro, c'est la même chose. Donc on a les AirPods 4 qui sont tout nouveaux, et puis on a les AirPods Pro qui sont toujours les AirPods Pro 2. Et finalement, la seule modification qu'on va avoir, c'est software. Ça viendra avec une mise à jour, et ça concerne en fait l'audition, notamment la protection de l'audition. Donc en gros, vous pouvez utiliser vos AirPods comme des boules caisses, puisqu'ils sont intra-auriculaires, ils vont vraiment filtrer les bruits environnants. Et puis on a, et ça c'est intéressant quand même, une assistance à l'audition. Alors je ne sais pas si ça a vocation à changer le paradigme des gens qui ont besoin d'assistance auditive et qui vont acheter des appareils, des oreillettes qui coûtent une fortune et qui sont prises en charge en partie par la sécurité sociale. Je ne sais pas en fait quel est le niveau d'adaptation au milieu médical de ces produits, mais en tout cas c'est super intéressant comme move parce que ça va permettre d'enlever un petit peu la gêne que peuvent avoir des gens, hein, parce que vous savez que normalement les outils, enfin les appareils d'assistance auditive, on essaye de les rendre les plus discrets possibles pour que les gens ne se disent pas qu'en face ils ont quelqu'un qui a potentiellement des problèmes d'audition, alors que là bon bah c'est des AirPods, hein, donc c'est blanc, ça se voit, voilà. Donc je trouve ça intéressant comme positionnement. Reste à voir si déjà ça sera adapté, parce que vous le savez, l'Europe et la France, on a quand même des normes sanitaires, médicales qui sont assez quand même strictes. Donc je sais pas si en fait ce dispositif sera validé par les normes de réglementation chez nous. Déjà qu'on sait qu'avec Apple et l'Europe, c'est pas forcément une histoire d'amour, donc ce truc-là, je suis pas sûr que ça soit pris. C'était un peu la même chose avec l'électrocardiogramme de l'Apple Watch, hein, qui pendant quelques temps n'était pas recevable pour des examens médicaux. Donc on verra comment ça avance, mais en tout cas je trouve ça intéressant, le fait qu'Apple se positionne sur carrément l'assistance à l'audition et essaye de faire péter un petit peu certains freins et certaines habitudes qu'on a autour de ça. C'est super cool. Et puis ça compense le fait qu'il y a strictement rien qui change sur les AirPods Pro, hein. En vrai là c'est les mêmes, boîtier USB-C quand même, voilà, mais sinon au niveau hardware c'est strictement la même chose. Et puis évidemment, le tour d'horizon des AirPods Pro enfin des AirPods tout court d'ailleurs, enfin bref, des appareils audio d'Apple, ne peut pas se passer des AirPods Max. Au programme pour les AirPods Max, des nouvelles couleurs, de l'USB-C, c'est tout. Voilà. Merci les gars, c'était un plaisir. Mais bien évidemment, l'objectif de cette conférence, hein, c'est bien beau de présenter des Apple Watch et des AirPods et des machins comme ça, mais l'objectif de la conférence de septembre, c'est évidemment de présenter les nouveaux iPhones. L'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, Apple les a présentés, et très sincèrement, vous l'aurez peut-être vu vite fait sur la miniature de qualité pixel, eh ben je trouve que c'est un excellent cru. L'iPhone 16 est un excellent cru. L'iPhone 16 me rappelle d'ailleurs l'iPhone 12, finalement, hein, en termes de... parce qu'on est habitué avec Apple à ce que la version de base de l'année N+1 soit la version Pro de l'année N. Hein, voilà, c'est-à-dire que l'année d'après, en fait, on descend le Pro précédent au niveau du bas peuple, et puis on sort un Pro encore plus exclusif, etc. etc. Et il y a quelques générations qui parfois tordent un peu le cou à ce truc-là. L'iPhone 12, c'était une de ces générations-là, en plus de proposer une taille réduite et tout ce qu'il y a là avec. Et je trouve que l'iPhone 16 est dans cette continuité-là, dans cette lignée de l'iPhone 12. C'est-à-dire que c'est un iPhone standard qui n'a pas grand-chose à envier à l'iPhone Pro. Voilà. En termes de design, c'est très très mignon. Bon, après, c'est toujours la même direction en termes de design, on va dire, mais en tout cas, c'est très bien exécuté. Les couleurs,
les déclinaisons de couleurs, les variantes pardon, sont très très chouettes. Il y a le bouton action qui était l'apanage des versions Pro il n'y a pas encore si longtemps. Il y a le nouveau bouton de caméra pour gérer l'appareil photo. Et quand vous savez que c'est Apple qui gère le truc, vous pouvez être sûr qu'en termes d'ergonomie, ça va être assez incroyable. Donc là, en l'occurrence, c'est un bouton sensitif qui, en fonction de la pression qu'on applique dessus, permet de gérer le niveau de zoom de l'appareil photo ou de naviguer dans les options de l'appareil photo. Donc c'est super intéressant d'avoir un truc comme ça, parce que ça évite justement de prendre le téléphone et après de mettre les doigts sur l'écran. Donc là, vous pouvez le sortir et hop, avec le petit bouton sur le côté, directement, vous retrouvez avec l'appareil photo prêt à dégainer. L'iPhone 16, il est également équipé de 2 objectifs, comme souvent avec les iPhones classiques, versus 3 pour l'iPhone Pro. Mais ces 2 objectifs permettent alors, Apple appelle ça les photos et les vidéos spatiales. Nous, on appelle ça de la stéréoscopie. Hein. Donc, c'est en fait ce qu'ils avaient présenté avec l'Apple Vision Pro, c'est-à-dire de pouvoir voir des photos avec une notion de perspective et des vidéos en 3D. Là, maintenant, on a les appareils qui permettent officiellement de faire ces photos et ces vidéos pour pouvoir les regarder dans son Apple Vision Pro à 3500 balles. On a quoi d'autre? On a la puce à l'intérieur de l'iPhone 16, c'est quand même le A18, hein, c'est pas rien. Donc le A18, c'est le successeur du A16 Bionic. Le A18, en termes de perf, évidemment, comme à chaque fois avec Apple et les puces Apple Silicon, je pense que c'est inattaquable. En tout cas, pas tout de suite par la concurrence. La performance CPU, c'est très simple. Comparé à l'iPhone 12 qui était avec le A14 Bionic, on est à 60% plus rapide. Et quand on passe sur le GPU, on est carrément 2 fois plus rapide. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc, encore une fois, le changement dans la continuité, le but, c'est pas tant les perfs, même si évidemment c'est important, que l'efficience énergétique. C'est-à-dire que là, on part encore avec une base relativement solide pour cet iPhone 16, qui du coup en plus démarre à 799 $ en version 128 Go, et il se décline évidemment l'iPhone 16 en iPhone 16 Plus, qui démarre lui à 899 $ en version 128 Go également. Bravo les gars, je pense que le cru 2024 est excellent. Aux côtés de l'iPhone 16 Pro, évidemment, la version de tous les superlatifs, la version vraiment signe extérieur de richesse, avec son bloc optique gigantesque, et sa taille également gigantesque, hein, puisque l'iPhone 16 Pro dispose d'un écran de 6,3 pouces, et l'iPhone 16 Pro Max dispose d'un écran de 6,9 pouces, alors que l'iPhone 16 ou l'iPhone 16 Plus sont un poil plus petits. Pas de grand chose, mais quand même. Déjà qu'on avait bien l'impression que l'iPhone 15 Pro c'était une raquette de ping-pong, je veux dire, on va pas changer avec la version 16. À côté de ça, donc, le bloc optique, qui est quand même la principale différence, hein, puisque lui a 3 objectifs quand l'iPhone classique n'en a que 2. Le bloc optique, donc, c'est la fusion caméra 48 mégapixels, l'ultra grand angle 48 mégapixels et le téléobjectif 12 mégapixels qui permet vraiment de faire la différence apparemment pour les gigas professionnels. Gigas professionnels qui auront du coup un intérêt tout particulier à exploiter la puce de l'iPhone 16 Pro qui, comme son nom l'indique, est le A18 Pro, hein, par opposition au A18 pas Pro de l'iPhone 16 qu'on a vu tout à l'heure. Donc la 18 Pro, cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de graphique, de comparaison, de benchmark. Les gars, ils ont juste mis un carton avec écrit le CPU le plus rapide de tous les smartphones. Point. Voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas de point. Voilà. Ils ont dit, on n'a pas besoin de faire un point final. De toute façon, personne n'est dans la course avec nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'Apple dévoile un nouveau chipset pour un nouveau portable, généralement, ils sont tranquilles pendant quelques temps. Le temps que la concurrence arrive au même niveau. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, de l'USB-C comme l'année dernière, le bouton action comme l'année dernière, le bouton de caméra contrôle comme l'iPhone 16, mais avec en plus une version du clic à mi-course, hein, un peu comme sur les réflexes, les hybrides, etc., pour pouvoir gérer le point de votre photo avant de déclencher complètement l'obturateur. Quoi dire de plus?
Eh bien que nous avons donc du 4K 120 hein, en Dolby Vision avec l'iPhone 16 Pro et que un soin tout particulier, et je crois pas qu'ils avaient autant insisté les années précédentes, un soin tout particulier a été apporté à la partie audio, aussi bien en restitution qu'en captation. Et là, par exemple, la gestion des micros adjointe avec l'intelligence artificielle permet de faire des choses plutôt pas mal. Ils ont notamment montré un cas, donc évidemment pour les artistes, le cas d'une personne qui utilise le dictaphone, la fonction dictaphone, pour à la fois enregistrer sa guitare et par-dessus, comme si on était déjà dans un multipiste, un peu un genre de Logic ou n'importe quel autre séquenceur, par-dessus pose une mélodie à la voix, histoire de dire voilà, ça vous sert vraiment de brouillon pour jeter vos idées, vous disposez de plusieurs pistes sur le dictaphone, ce qui est quand même plutôt cool quand on y pense. Voilà, évidemment, ce modèle Pro n'est pas donné, hein, il démarre à 999$ en version 128 Go et à 1199$ en 256 Go pour la version Pro Max, donc de 6,9 pouces. Voilà, mais c'est évidemment pas les seules choses qu'Apple a présentées dans cette conférence, puisque évidemment on les attendait au tournant pour nous parler d'intelligence artificielle. Oui, Apple a en effet enfin dévoilé Apple Intelligence, son interprétation de l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de ses produits. On sait que les modèles, les grands modèles de langage, donc des IA, les LLM comme on dit en américain, demandent beaucoup de puissance de calcul. Tous ces calculs sont effectués sur des serveurs distants, ce qui implique que toutes les données des requêtes partent vers ces serveurs, donc partent sur Internet, puis reviennent. Donc là, le challenge, c'était de réussir à avoir cette puissance de calcul disponible pour justement faire des IA les plus pertinentes possibles et servir réellement les utilisateurs, tout en respectant un petit peu quand même la confidentialité et la vie privée. Alors, Apple, pour faire ça, ils ont fait un truc très simple, enfin très simple, on se comprend. Ils ont introduit ce qu'ils appellent le Private Cloud Compute. Le Private Cloud Compute, c'est-à-dire que c'est une ferme de serveurs qui tournent sous Apple Silicon, qui ne servent qu'à Apple et qui vont gérer les requêtes des utilisateurs concernant l'intelligence artificielle. Donc concrètement, Apple expliquait que les données utilisateurs n'étaient jamais stockées chez eux, que les serveurs étaient uniquement utilisés pour leurs requêtes, quelle que soit la réalité de cette phrase. En fait, on peut comprendre ce qu'on a envie de comprendre. C'est ça qui est génial aussi avec ce genre de présentation. Et bien sûr, ils introduisent la possibilité pour des personnes de vérifier les promesses concernant la vie privée. Donc j'imagine que pour les data scientists, les chercheurs en intelligence artificielle, etc., ils pourront vérifier par eux-mêmes que Apple ne s'est pas foutu de leur gueule. Alors, la question qui se pose, c'est quand ils disent qu'ils font appel au Private Cloud Compute, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une ferme de serveurs qui gère les requêtes des utilisateurs pour les anonymiser au maximum avant de rebasculer vers les serveurs des fournisseurs d'intelligence artificielle type OpenAI avec ChatGPT par exemple, ou est-ce que le modèle tourne directement chez eux? En vrai, on ne sait pas trop, en tout cas c'était pas super explicite dans la présentation que Craig Federighi en a fait. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Alors c'est très compliqué, évidemment, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la VR. C'est compliqué de le présenter comme ça, voilà, pour des cas d'usage, puisque l'intérêt de ce genre d'outil, c'est qu'il dépend exclusivement de qui fait la demande et comment on va l'utiliser, nous, à titre personnel. Et les résultats que ces machines pourraient nous apporter dépendent explicitement de notre contexte. Et c'est très bien d'ailleurs qu'on en parle, puisque le contexte personnel fait partie des axes de démonstration de la fonctionnalité qui avait été choisie par Apple. Donc hein, ils axent ça sur 4 axes réellement: le langage, l'image, l'action et le contexte personnel. Alors Apple globalement a montré un petit peu des cas d'usage et en vrai,
Il n'y a rien qu'on n'a déjà pas vu ailleurs, hein. Il était juste temps, parce que clairement, Apple accuse un retard certain, donc il était temps qu'ils s'y mettent aussi. Mais globalement, ce que vous allez pouvoir faire avec Apple Intelligence, c'est avoir un assistant quand vous tapez du texte pour choisir le niveau de langage, reformuler si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vérifier si vous ne répétez pas, etc. etc. C'est avoir un assistant personnel qui va résumer vos emails pour vous, résumer vos messages pour vous, prioriser vos notifications en fonction de l'importance que vous accordez. L'IA va également être utilisée sur la partie photographie. Alors, c'était déjà le cas hein, sur iOS avec une gestion par intelligence artificielle de pas mal de trucs sur la photo. Là, on arrive vraiment au niveau de ce que propose Google sur sa gamme Pixel, par exemple, avec la possibilité de gommer des éléments d'une photo en arrière-plan, la possibilité de grouper les photos de manière relativement poussée. Voilà, bon, c'est des choses, on a déjà vu, hein, on a déjà vu ça. Pareil pour la recherche sur Internet, vous prenez quelque chose en photo, ça va instantanément chercher cette image sur Internet pour vous ramener des résultats. Bref, en vrai, on n'a rien vu d'exceptionnel. On sait que quand Apple adopte une techno, généralement c'est pas les premiers sur la techno, mais quand eux ils l'adoptent, c'est que vraiment ça va être utilisable au quotidien. Donc va falloir voir ce qu'ils vont faire avec Apple Intelligence. Mais en tout cas, clairement, ils étaient super à la bourre. Donc là, ils rattrapent leur retard. On rappelle quand même deux choses assez importantes à noter. C'est qu'Apple Intelligence n'est compatible qu'à partir de l'iPhone 15 Pro et les suivants, c'est-à-dire que les iPhone 16 évidemment sont OK avec Apple Intelligence. Par contre, si vous avez un iPhone 15 que vous avez acheté l'année dernière, eh bien, vous l'avez dans le baba. Deuxième truc à retenir également, c'est que Apple Intelligence et l'Europe, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, parce que l'Europe et Apple ne s'entendent pas sur quelques points de réglementation, a priori liés au RGPD, la gestion des données personnelles, etc. etc. Google n'a pas eu trop de problèmes avec sa gestion de l'intelligence artificielle, OpenAI non plus, donc gageons que c'est quelque chose qui devrait quand même se régler relativement rapidement. Mais voilà, pour l'instant, au lancement des iPhones le 20 septembre prochain, il n'y aura pas Apple Intelligence en Europe. Et je crois que ça ne sera pas tout de suite disponible non plus pour les États-Unis, donc au final, hein, who cares? Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette conférence Apple de septembre pour les iPhone 16 et Apple Intelligence, en plus du reste. N'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous aimez Apple, si vous n'aimez pas Apple. N'hésitez pas, discutons ensemble dans la bienveillance la plus complète, bien sûr. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. De temps en temps, il y a des vidéos qui pop comme ça. Voilà, ça arrive une fois tous les 8 ans environ. N'hésitez pas à conseiller cette chaîne à votre famille, par exemple, à vos collègues de bureau. Ça peut être intéressant. Ça nous permettra de continuer à proposer du contenu de très haute qualité. Voilà, évidemment, vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours de la semaine sur la plateforme concurrente Twitch, bien sûr. Twitch.tv/dasjdm, vous le savez. N'hésitez pas également à venir attraper ma veste sur Twitter, j'adore ça. Et voilà, on se revoit très vite. Ciao tout le monde.